deux philosophes. Imaginons qu'il y a deux philosophes qui ont des théories différentes sur ce qu'il faut faire ou sur ce qui est bien ou mal. Comment est-ce qu'on tranche entre les différentes théories? Quelle est la pierre de touche? Quelles sont les données dont disposent les philosophes? Et selon une méthode qui s'appelle l'équilibre réfléchi, qui a été théorisée par John Rawls et qui est très utilisée en éthique contemporaine, les données de la philosophie morale, c'est ce qu'on appelle soit des intuitions, certaines personnes vont appeler ça des intuitions, et d'autres vont appeler ça des jugements considérés, parce que intuition, ça fait quand même un petit peu mystérieux, ça fait un peu faculté parapsychologique de percevoir le vrai. Donc, que sont les jugements considérés ou les intuitions? C'est l'idée que, avant même qu'on se lance dans la théorisation, en l'absence même de théorie, on a un ensemble de certitudes morales, c'est-à-dire de vérités morales vers lesquelles on est attiré intellectuellement, qui nous semblent évidentes, et ce sont ces données-là qui vont être utilisées pour trancher les théories. Alors, ce n'est pas une méthode qui est très récente, on peut la retrouver dans l'histoire de la philosophie, notamment chez Platon. Donc, ça, c'est un exemple que je prends en éthique. Voilà, je pars un peu de ma pédagogie. C'est un exemple connu que j'utilise en éthique. C'est un extrait de la République de Platon. Donc, le tout début de la République de Platon, le début de la République de Platon, c'est la fête à Athènes et Socrate et ses amis arrivent chez Céphale, qui est un vieillard athénien qui est sur la fin de sa vie, mais qui dit qu'il meurt tranquille parce qu'il sait qu'il a toujours vécu juste et en accord avec la justice. Et comme Socrate est une personne de bon goût, il dit oui, mais en fait, est-ce que tu es sûr de savoir ce que c'est la justice? Céphale lui propose, c'est très très simple, la justice, il y a deux composants, il y a deux parties de la justice, c'est toujours dire la vérité et c'est rendre à chacun ce qu'il nous a donné, ce qu'on en a reçu. C'est-à-dire rendre le bien à ceux qui nous ont fait du bien et rendre le mal à nos ennemis. Et là, Socrate a cette expérience de pensée assez célèbre que je vous lis ici, qui est tu parles bien, Céphale, mais en ce qui concerne cette chose-là même, la justice, dirons-nous qu'il s'agit simplement de dire la vérité et de rendre à chacun ce qu'on en a reçu? Ces deux actes mêmes, ne les faisons-nous pas tantôt de manière juste, tantôt de manière injuste? Je propose le cas suivant. Si quelqu'un recevait des armes de la part d'un ami tout à fait raisonnable, mais que celui-ci étant devenu fou les lui redemande, tout le monde serait d'accord pour dire qu'il ne faut pas les lui rendre et que celui qui les rendrait ne ferait pas un acte juste, pas plus que celui qui se proposerait de dire la vérité à un homme dans un tel état. Tu as raison. Ce n'est donc pas une définition de la justice que de la définir comme étant le fait de dire la vérité et de rendre ce qu'on a reçu. Là, vous voyez, il y a une théorie sur la justice qui est la justice, c'est dire la vérité et c'est rendre à chacun ce qu'on en a reçu. Et là, il y a un contre-exemple qui est proposé par Socrate, qui est non, mais par exemple, si un ami t'a confié des armes et qu'il est devenu fou, ce ne serait pas juste, ce ne serait pas la bonne chose à faire de lui rendre les armes que tu as reçues de lui et de lui dire la vérité sur l'endroit où se trouvent ces armes. Et donc, ta théorie est invalidée. Et donc, vous voyez, l'idée, c'est qu'ici, on ne sait pas ce qu'est la justice, parce qu'on est en train d'en chercher une théorie, mais en même temps, on sait un peu ce qu'est la justice, parce qu'on a un certain nombre de prénotions, d'intuition sur le fait que ce ne serait pas juste dans cette circonstance-là de rendre les armes. Et donc, c'est ce genre d'intuition, de jugement immédiat sur ce qu'est la justice qui va servir de donnée ou de pierre de touche pour déterminer ce qu'est la justice. Et bien sûr, un des problèmes qu'on rencontre en éthique, c'est que les intuitions peuvent entrer en conflit les unes avec les autres. Tous nos jugements spontanés ne sont pas forcément cohérents, en fait. Et il arrive que même en cherchant une théorie stable qui cherche à intégrer toutes ces données, on arrive sur des contradictions. Donc, par exemple, pour prendre encore un exemple célèbre, c'est Peter Singer, qui est un éthicien contemporain, a cet exemple célèbre de l'enfant dans la mare. C'est si nous passons près d'une mare dans laquelle nous voyons un enfant se noyer et que nous pouvons sauver l'enfant facilement parce que la mare n'est pas profonde, mais que ça va ruiner nos belles chaussures et notre beau pantalon qu'on avait mis, par exemple, je sais pas, parce qu'on allait à une conférence ou à un entretien d'embauche, il semble quand même qu'on a le devoir d'aller sauver cet enfant, même si ça nous coûte cher financièrement. Donc, Singer part de cette intuition de base et il dit, voilà, le principe suivant qu'on peut tirer de cette intuition de base, c'est que s'il est en notre pouvoir de prévenir un mal, sans que cela nous demande de sacrifier une chose d'importance morale au moins égale, alors nous avons le devoir de prévenir ce mal. Ça paraît assez intuitif, ça paraît une bonne explication de notre intuition dans le cas de l'enfant dans la mare. Mais Singer dit, voilà, mais si on applique ça à la vie de tous les jours, ça veut dire que nous avons le devoir de donner la plus grande partie de nos ressources aux personnes qui en ont plus besoin que nous. C'est-à-dire, par exemple, si on peut faire don des 2/3 de notre salaire mensuellement pour aider des personnes qui sont vraiment dans le besoin, alors nous en avons le devoir, comme nous avons le devoir de sauver l'enfant dans la mare, même si ça nous coûte financièrement cher.
Et en fait, ça amène à des conséquences qui sont contre-intuitives. Donc ça, c'est quelque chose qui est souligné par Peter Unger, qui n'est pas Peter Singer, mais qui reprend les arguments de Peter Singer. Donc ça devient très vite confus, mais ce n'est pas la même personne, même s'ils ont des positions très proches, qui dit, voilà, et du coup, on a des intuitions qui sont assez contradictoires. Par exemple, prenez ces deux expériences de pensée. L'expérience de pensée de la lettre, c'est un jour, en ouvrant votre boîte aux lettres, vous découvrez que vous avez reçu une lettre de l'UNICEF vous annonçant que si vous n'envoyez pas un chèque de 100 €, plusieurs enfants mourront sous peu. Une enveloppe pré-timbrée est jointe à la lettre pour faciliter l'envoi de votre chèque. Vous jetez l'enveloppe à la poubelle. Peu de temps après, les enfants meurent. Et là, Unger dit, bon, ben, en général, c'est des choses que beaucoup d'entre nous faisons tous les jours, de ne pas envoyer de l'argent pour sauver des personnes. Et ça paraît en fait moralement acceptable. Effectivement, ce serait moralement bon de bien de le faire, mais ça n'est pas moralement mal de ne pas le faire. Vous voyez, c'est un acte qu'on appelle surérogatoire, qui est optionnel. Mais Unger contraste ce cas avec celui de la voiture. Hein. C'est vous êtes au volant de votre toute nouvelle voiture quand soudain vous apercevez au bord de la route un ornithologue qui s'est coupé la jambe sur un fil de fer barbelé. Sa vie n'est pas en danger, mais s'il n'est pas conduit rapidement à l'hôpital, il perdra sa jambe. Si vous prenez l'ornithologue dans votre voiture, son sang tachera vos beaux fauteuils en cuir et il vous en coûtera 5 000 €. Vous décidez de le laisser au bord de la route. Et là, Unger dit, bon, on a quand même l'impression que ça, c'est plutôt mal. Donc, on a des intuitions qui sont un petit peu contradictoires parce que là, on refuse de dépenser 5 000 € pour sauver la jambe d'une personne, et ça, c'est mal. Et là, on refuse de sauver 100 € pour sauver la vie de plusieurs personnes, puis ça a l'air de passer. Donc là, on a une sorte de contradiction, selon Unger. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans les cas où on a une contradiction de ce genre-là? Il y a deux grandes possibilités. Une possibilité, c'est en fait de dire que ça a l'air contradictoire, mais ça ne l'est pas vraiment. Hein. On peut trouver une théorie qui permet de les réconcilier. Ça, c'est une solution, mais ce n'est pas ça dont je vais parler ici. Une autre solution qui est employée par les philosophes, c'est aussi de dire qu'il y a une des intuitions qui n'est pas fiable, qu'on peut remettre à la poubelle parce qu'on peut expliquer qu'en fait, ce sont des intuitions qui sont parasitées ou qui sont biaisées par des facteurs psychologiques non pertinents. Hein, par exemple, là, Unger a une théorie psychologique qui va dire, bon, c'est un philosophe, mais il va dire, voilà, moi, je rejette l'intuition qu'on a dans le cas de la lettre pour conserver celle qu'on a dans le cas de la voiture, parce que l'intuition qu'on a dans le cas de la lettre, elle est parasitée par des facteurs non pertinents. Le premier facteur, c'est la proximité. Il dit, voilà, pourquoi est-ce qu'on a l'intuition qu'on a le devoir de sauver la personne dans la voiture et pas dans la lettre? Parce que dans la voiture, la personne est juste à côté de nous et dans la lettre, elles sont loin. Mais en fait, c'est un facteur qui, moralement, n'est pas pertinent. On ne voit pas pourquoi on devrait le prendre en compte. Et donc, si l'intuition elle est dirigée par ce facteur-là, finalement, peut-être que cette intuition ne vaut pas grand-chose. L'autre facteur auquel il fait référence, ce qu'il appelle le sentiment de futilité, c'est de dire, voilà, si je sauve la personne qui est au bord de la route, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose, hein, j'ai sauvé une personne, tandis que si je donne de l'argent pour sauver des personnes dans un pays où il y a plein de personnes qui sont en train de souffrir, finalement, j'ai le sentiment que mon action est inconséquente, que je jette une goutte d'eau dans l'océan. Hein. C'est-à-dire que ce que je fais n'est pas très important. Et ça encore, finalement, ce n'est pas une bonne raison. Alors, en défense de cette dernière idée selon laquelle notre intuition serait parasitée par le sens de la futilité, hein, dans ces cas-là, on peut trouver des expériences en psychologie. Hein. Donc, par exemple, par des expériences, on dit, voilà, à combien d'argent vous seriez prêt à dépenser pour envoyer de l'eau propre pour sauver 4 500 vies dans un camp de réfugiés? Mais il y a un certain nombre de personnes, on dit, voilà, c'est pour sauver 4 500 vies dans un camp de réfugiés de 11 000 personnes, donc on approche à peu près de la moitié des personnes, et des participants auxquels on dit, voilà, combien vous serez prêt à donner d'argent pour sauver 4 500 vies dans un camp de réfugiés de 250 000 personnes? Et en fait, dans ces expériences, les gens donnent plus d'argent quand c'est 4 500 vies sauvées sur 11 000 que 4 500 vies sauvées sur 250 000. Ce qui suggère qu'effectivement, on est sensible un peu à ce sentiment que, bon, finalement, ce qu'on fait, rapporté au nombre de personnes qui souffrent, n'est pas pertinent. Et donc, il y a ce sort de biais dans les intuitions. Alors jusque-là, on a parlé de philosophie, hein, c'est-à-dire c'est des gens qui, même quand ils proposent des explications, le font dans un cadre philosophique, sans forcément expérimentation. Mais donc la philosophie expérimentale, c'est un peu la continuation logique de cette façon de procéder en éthique. C'est voilà, si on se repose sur des intuitions, si on est prêt à décider que certaines intuitions ne sont pas fiables parce qu'elles sont biaisées, eh ben, finalement, une conséquence logique, c'est que bon, ben, on pourrait utiliser des outils empiriques, notamment ceux de la psychologie et des sciences cognitives, mais pour voir si vraiment ces intuitions sont fiables, pour vraiment voir si elles sont victimes de biais, c'est-à-dire pour étudier les mécanismes qui façonnent ces intuitions et voir si vraiment certaines d'entre elles peuvent être rejetées comme non fiables.
Et c'est ainsi que la philosophie expérimentale elle se divise en deux volets. Un volet descriptif qui est de décrire les intuitions morales des gens, quelles sont leurs intuitions morales, et surtout quels sont les processus et les facteurs qui se cachent derrière ces intuitions. Et un volet normatif qui utilise des données du volet descriptif pour dire, bon, ben, puisque les processus qui dirigent ces intuitions, c'est ceci, alors ces intuitions sont fiables ou pas fiables, et donc on peut garder leur utilisation ou rejeter leur usage en philosophie morale. Alors, pour prendre un exemple concret de cas où les philosophes utilisent ce genre d'arguments qui sont basés sur des données, je vais reprendre un argument célèbre qui est l'argument de la machine à expérience de Robert Nozick. Donc, qu'est-ce que c'est l'argument de la machine à expérience? C'est un argument contre l'hédonisme. Alors, qu'est-ce que c'est l'hédonisme? L'hédonisme, c'est la thèse selon laquelle... l'hédonisme, c'est une thèse sur qu'est-ce qu'une vie bonne, en fait. Donc, l'idée, c'est que voilà, on a des intuitions que certaines vies sont meilleures que d'autres. Hein. Il y a des vies qu'on aimerait avoir et puis il y a des vies qu'on aimerait moins avoir que d'autres. Donc, on a au moins intuitivement l'idée que certaines vies sont meilleures que d'autres, pas au point de vue moral, où les gens seraient moralement meilleurs, mais dans le cas où c'est une vie plus enviable, plus désirable que d'autres. Et donc, une question en philosophie morale, c'est quel est l'étalon qui fait qu'une vie est plus désirable qu'une autre, qui fait qu'une vie est meilleure qu'une autre? L'hédonisme, c'est la thèse en philosophie morale qui fait qu'une vie est meilleure qu'une autre quand elle est remplie de plus de plaisir et de moins de douleur, de plus d'expériences plaisantes et de moins d'expériences déplaisantes. Alors, c'est une question qui est importante moralement, hein, de savoir comment on évalue qu'une vie est meilleure qu'une autre, parce que, par exemple, dans les cas d'éthique médicale et dans les cas de triage, on a besoin de critères pour se dire, voilà, si on doit choisir entre plusieurs individus qui ont des chances de survie égales, mais qu'on peut en traiter qu'un seul, parfois, ce qu'on appelle la qualité de vie est un critère qui fait partie des listes d'éthique médicale. Mais du coup, il faut avoir un critère qui décide qu'est-ce qu'une vie de bonne qualité. Voilà. Donc l'hédonisme, c'est voilà, une vie meilleure, une vie de meilleure qualité, c'est celle qui promet plus de plaisir et moins de douleur qu'une autre vie. Donc l'hédonisme, c'est juste la théorie disant, voilà, une vie de meilleure qualité, une meilleure vie, c'est une vie qui a plus d'expériences plaisantes. Et contre l'hédonisme, un argument classique en philosophie, c'est de dire, voilà, mais imaginez qu'on vous dit un jour, qu'on a mis au point une machine dans laquelle vous pouvez vous brancher et jusqu'à la fin de sa vie, vous vivez dans une illusion, une vie illusoire qui sera pleine d'expériences positives avec un peu d'expériences négatives pour pimenter le tout et puis rendre le truc un peu plus réaliste. Mais dans l'ensemble, voilà, vous aurez plein d'expériences positives et vous vivrez cette vie. On peut même vous faire croire que c'est une vie réelle. Hein. On peut vous faire perdre conscience que c'est une vie illusoire. Donc, vous vivrez une vie qui serait psychologiquement équivalente à celle que vous vivriez dans la réalité, mais qui serait beaucoup plus épanouissante dans le sens où il y aurait beaucoup plus de plaisir. Et Nozick dit, voilà, si vous proposez aux gens ce genre d'expérience et vous leur dites, voilà, si cette machine existait, est-ce que vous vous brancheriez à la machine, vous préfériez continuer à vivre dans la dure réalité? La plupart des gens disent, voilà, on a quand même l'intuition qu'on préférerait continuer à vivre dans la réalité. Mais du coup, c'est une objection à l'hédonisme parce que si ce qui faisait la qualité de la vie, c'était la quantité de plaisir qu'on a, alors les gens devraient trouver que c'est une meilleure vie de se brancher dans la machine. Donc ça, c'est l'argument classique. Et certains philosophes se sont dit, mais peut-être qu'en fait, cette intuition, elle est pas fiable, elle est victime d'un biais. Et quel est ce biais? C'est le statu quo, c'est-à-dire c'est la peur de changer trop brusquement de vie, de passer à une vie trop différente. Et qu'est-ce qui se passerait maintenant si on prenait la chose inverse, c'est-à-dire si on prenait une expérience de pensée dans laquelle les gens en fait découvrent que depuis le début de leur vie, ils sont branchés à une machine et on leur demande de revenir à la réalité. Est-ce que quelle est la préférence dans ce sens-là? Bon, ben, ce qu'ont fait certains philosophes, c'est qu'ils ont fait un certain nombre d'expériences sur les préférences des gens et ils voient qu'en fait, bon, ben, si on décrit l'expérience de pensée non pas comme se brancher à la machine et quitter la vie réelle pour entrer dans la vie illusoire, mais quitter notre vie actuelle qui est illusoire pour entrer dans la vie réelle, eh ben, un certain nombre de participants, en fait, une moitié de participants disent non, mais moi, en fait, je préférerais rester dans la machine, telle qu'elle est rester dans la machine, et je préférais qu'on efface mon souvenir de cette révélation selon laquelle ma vie jusqu'ici était une illusion. Et pareil, si on leur dit que la vie réelle est plus dure, mais en fait, la plupart des gens disent non, mais en fait, je préférais vraiment rester dans la machine si ce cas de figure arrivait. Ce qui suggère qu'effectivement, cette intuition, elle n'est peut-être pas une objection à l'hédonisme, elle ne montre pas que les gens préfèrent la réalité au plaisir, mais juste que les gens, en fait, ont une sorte de tendance à préférer rester dans la situation dans laquelle ils sont, quoi. Et donc ça mine l'argument contre l'hédonisme parce que ça suggère que bon, l'intuition, c'est juste une préférence pour la situation actuelle, pour le statu quo, une peur du changement.
et pas du tout une préférence pour la dure réalité versus juste le plaisir illusoire. Donc voilà, ça c'était pour vous donner une vague idée de ce qu'on fait en philosophie morale expérimentale et du coup, quel usage on peut en faire de façon pédagogique. Alors je vous avoue que moi, à la base, je travaillais surtout avec ça dans le domaine de la recherche et en général, si on me demandait est-ce que tu enseignes la philosophie morale expérimentale à tes étudiants en éthique, c'était pas vraiment, ou plutôt sur la fin du cours, parce que comme c'est un développement très récent de la philosophie morale, pour moi c'était quelque chose qui était naturel, voilà, on va dire c'est un peu cutting edge, recherche de pointe. Dans un cours d'introduction à la philosophie morale, je vais plutôt faire les choses classiques, en fait. Hein, je vais faire les bases, les fondamentaux. À la limite, peut-être dans les derniers cours, je parle de ça pour donner des perspectives plus contemporaines. Mais à Genève, j'ai co-enseigné l'éthique avec Christine Clavien, qui est une professeure d'éthique, et elle utilise en fait ce genre de recherche, ce genre de données dans les premières séances de ses cours d'éthique. Parce qu'elle considère que c'est un bon point de départ. Pourquoi? Pour rendre les étudiants plus disponibles à l'enseignement de l'éthique. Pourquoi? Effectivement, parce que dans les différents cours de philosophie que j'ai pu donner, c'est vrai que l'éthique, ce n'est pas forcément le cours le plus simple à donner. Dans le sens où les gens arrivent au cours d'éthique avec des certitudes morales et que ces certitudes morales, elles font partie de l'identité des personnes. C'est-à-dire que c'est pas... Il y a certaines croyances dont on peut se débarrasser ou qu'on peut mettre à distance le temps de la discussion philosophique assez facilement. Par exemple, si on parle aux étudiants de théories philosophiques un peu étranges, comme peut-être que le monde extérieur n'existe pas, peut-être qu'on ne peut rien savoir, ou peut-être qu'en fait l'identité personnelle n'existe pas et qu'on n'est pas du tout la même personne qu'on était il y a 5 ans, ça paraît des choses très contre-intuitives, ça paraît des choses assez étranges comme idée, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de difficultés pour les étudiants de se plonger dans la discussion de ces possibilités, même si elles leur paraissent fausses, même si elles leur paraissent contre-intuitives. Ils sont assez prêts finalement à envisager ces possibilités, à en discuter, mais en éthique, bizarrement, c'est beaucoup plus difficile en fait pour les étudiants de se dire que on peut raisonnablement discuter de choses qui leur paraissent moralement absurdes, en fait. Les thèses morales sont beaucoup plus difficiles à discuter et c'est beaucoup plus difficile de s'en écarter pour les étudiants, du moins dans mon expérience. Et un des corollaires de ça, qui est assez intéressant, c'est que des fois, c'est assez difficile pour les étudiants et même pour les gens en général de comprendre qu'on peut sérieusement discuter de quelque chose qui paraît moralement absurde, tout en étant sain d'esprit et pas moralement corrompu, en fait. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, qui est étudié, c'est la récursivité des jugements moraux, c'est-à-dire qu'on peut faire des jugements moraux sur les gens en fonction des jugements moraux qu'ils font. C'est-à-dire, quelqu'un qui fait un jugement moral avec lequel on n'est pas du tout d'accord, ça va susciter en nous un jugement moral sur le caractère moral de cette personne. Ce qui fait qu'il y a une sorte de récursivité de la morale comme ça, et que si quelqu'un défend une thèse morale opposée, on a très vite tendance à lui attribuer des dispositions un peu malveillantes, hein. C'est-à-dire à penser que son caractère moral n'est pas bon ou qu'il a des raisons égoïstes ou immorales de défendre ces thèses-là. Moi, ça m'est arrivé dans les cours d'éthique, par exemple. Ce qu'on fait dans le cours d'éthique, dans la deuxième partie du cours, c'est qu'on prend des débats actuels, puis on demande aux étudiants de discuter dessus. Et je sais qu'il y a des étudiants qui sont pleins après d'un débat sur le mariage homosexuel, est-ce qu'il faut le légaliser ou pas, parce que c'était quand même quelque chose qui était discuté à l'époque en Suisse, en disant je ne vois pas comment on peut discuter sérieusement de cette question-là, comment on peut sérieusement discuter de l'idée que ça pourrait être... qu'il pourrait y avoir de bonnes raisons de ne pas accepter le mariage homosexuel. Donc, il y avait des suspicions de, si je suis prêt, moi, à ouvrir le débat là-dessus dans mon cours, est-ce que finalement, je ne suis pas en train de pousser un agenda anti-mariage homosexuel? D'ailleurs, j'ai eu des évaluations qui sont allées dans ce sens du cours après. Ce n'était pas une expérience très agréable. Mais donc, il y a vraiment parfois une difficulté à se dire qu'en éthique, si on est prêt à discuter la théorie opposée, c'est qu'il y a un problème. Alors que l'éthique philosophique, c'est quand même un domaine dans lequel les gens sont prêts à se poser des questions complètement dingues, hein. Je veux dire, il y a des papiers qui sont publiés sur le fait de savoir est-ce que finalement l'avortement ne devrait pas être autorisé quelques mois après l'accouchement ou des choses comme ça. Quelles sont les raisons qui font que ça, c'est inacceptable, si c'est acceptable avant l'accouchement? Et puis on peut se dire, oui, théoriquement, c'est vrai qu'on peut se
poser la question, c'est intéressant de voir quels sont les critères qui font que dans un cas, ça paraît inacceptable et pas dans l'autre. Mais c'est vrai que vu de l'extérieur, quelqu'un qui se poserait ce genre de questions pourrait se dire, bon, mais qu'est-ce qui ne va pas chez cette personne, quoi. Et donc, ça fait partie des difficultés qu'il y a quand on enseigne l'éthique. Et donc effectivement, exposer ce genre de données, les données de la philosophie morale expérimentale au début du cours, selon la proposition des gens avec qui je travaille et qui paraît raisonnable, c'est que ça peut permettre en fait d'affaiblir un peu les certitudes de certaines personnes sur ces questions-là, de se dire finalement ça vaut la peine d'être discuté, la morale c'est pas si évident. Il y a des raisons parfois de se dire voilà, est-ce que ça vaut la peine d'en discuter, ça vaut la peine de chercher quelles sont les raisons derrière nos jugements moraux, de chercher à voir si on peut les justifier. Et il y a au moins trois façons dont la philosophie morale expérimentale et la psychologie morale peuvent faire ça. La première, c'est de montrer que ce qui nous paraît évident peut être contradictoire et incohérent. C'est-à-dire, on peut essayer de montrer des expériences de pensée aux étudiants et puis de leur dire, voilà, vous avez telles intuitions sur ce cas-là, telles intuitions sur ce cas-là. Et vous voyez qu'au moins à première vue, c'est assez dur de les rendre cohérentes et donc que vos évidences méritent d'être discutées, que ce qui est évident n'est pas forcément si évident. Donc là, on peut utiliser toute une gamme de choses. Donc, il y a les problèmes du trolley sur lesquels je ne vais pas revenir parce que bon, c'est devenu tellement connu depuis. Voilà, s'il y a des gens qui ne connaissent pas, on pourra en discuter dans les questions. Mais bon, c'est des cas dans lesquels il y a des cas où ça paraît acceptable de sacrifier une personne pour sauver plusieurs, puis des cas où ça paraît complètement inacceptable et il n'y a pas vraiment de bonne explication, au moins à première vue. Donc ça permet d'engager la discussion là-dessus. Et il y a ce qu'on appelle les framing effects ou effets de cadrage. C'est l'idée où on décrit une même situation de deux façons complètement différentes et ça suscite des réponses très différentes de la part des étudiants. Alors, pour prendre un exemple assez connu, c'est imaginer un pays dans lequel les gens qui ont des enfants payent moins d'impôts. Voilà, ça paraît, comme ça paraît étrange. Pas trop étrange, mais on peut décrire la situation de deux façons, en fait. On peut dire, imaginez un pays dans lequel les gens payent des impôts et s'ils ont des enfants, ils ont une déduction d'impôts. OK, ça va. Maintenant, imaginez un pays dans lequel les gens payent des impôts et s'ils n'ont pas d'enfants, ils ont un supplément d'impôts. Financièrement, c'est complètement pareil. Vous pouvez fixer les chiffres et les pourcentages d'imposition de façon à ce que ce soit équivalent. Beaucoup de gens vont trouver la première situation dans laquelle les gens qui ont des enfants ont une déduction d'impôt, ça va, c'est juste. Mais si on décrit un pays dans lequel les gens qui n'ont pas d'enfants ont un supplément d'impôt, là, beaucoup de gens trouvent ça complètement injuste et complètement horrible. Et finalement, on peut se dire, quelle est la différence? Pourquoi dans un cas, c'est inacceptable et dans l'autre, ça ne l'est pas? Parce qu'à première vue, ça paraît quand même des situations qui sont équivalentes. Alors bien sûr, il y a des différences. On peut dire que ça ne signale pas la même chose, que du coup, ça ne manifeste pas les mêmes valeurs dans la législation, mais vous voyez que c'est des cas dans lesquels on peut engager la discussion. Alors ça, c'est les choses les plus faciles à faire dans le sens où la contradiction est interne à un même individu. Donc c'est assez saillant pour les étudiants. On peut dire, voilà, dans un cas, vous avez telle intuition et dans un cas, vous avez telle autre. Les autres choses sur lesquelles on peut utiliser la philosophie morale expérimentale, c'est de dire, voilà, il y a des désaccords entre les gens, et ces désaccords, ils dépendent de choses qui ne sont pas forcément le fait que certaines personnes sont moralement bonnes et d'autres moralement mauvaises. Il y a pas mal d'études qui montrent que les désaccords, ils dépendent de la culture, mais aussi de différences personnelles, comme les traits de caractère. Par exemple, dans le cas des expériences sur l'utilitarisme et la déontologie, les gens qui font plus confiance à leurs émotions ont tendance à être plus déontologistes. Et puis, les gens qui sont moins sensibles émotionnellement et qui montrent une moins bonne gamme, une moins grande gamme d'émotions ont tendance à être plus utilitaristes. Et puis ça, c'est des différences individuelles, puis ce n'est pas forcément une marque d'immoralité. Et donc, le désaccord n'est pas forcément la marque du fait qu'un des deux camps a un agenda caché ou a des dispositions immorales. Ou quelque chose qui a beaucoup été étudié en philosophie morale expérimentale et psychologie morale, c'est est-ce que forcément pour qu'une action soit mal, il faut qu'il y ait une victime? Ou est-ce qu'il y a des actes qui sont moralement mauvais, même si personne n'en souffre, juste parce que par exemple ils vont contre la dignité de l'être humain ou contre la dégradation, ou c'est une sorte de dégradation de notre caractère moral. Et là, c'est un cas dans lequel il y a énormément de différences culturelles. Il y a beaucoup d'études sur le sujet, et puis du coup, ça peut mettre en perspective en disant, voilà, ce qui vous paraît complètement évident, en fait, peut-être que c'est juste un effet culturel. Donc, ça ne veut pas dire que votre croyance est fausse parce qu'il y a des variations culturelles, mais en tout cas, à première vue, ça peut vous amener à vous poser la question de est-ce que ça ne vous paraît pas juste évident parce que c'est évident dans votre culture, en fait? Est-ce que du coup, ça ne vaut pas la peine de discuter pour voir si c'est vraiment justifié?
Et le troisième ensemble de données qu'on peut utiliser, ce que j'appelle la cognition motivée. Oui, j'ai entendu un bruit. C'est quelque chose qui suggère que, en fait, bon, nos expériences, nos valeurs morales, elles sont tellement fortes, nos convictions morales peuvent être tellement fortes qu'elles peuvent influencer et distordre notre vision du monde. C'est-à-dire qu'elles peuvent nous amener à changer notre perception des éléments factuels non moraux d'une situation pour renforcer nos jugements moraux. Donc, des exemples connus, par exemple, c'est ce qu'on appelle l'effet Noble en philosophie morale expérimentale, c'est un ensemble de scénarios dans lesquels on demande aux gens d'imaginer un cas comme ça. Imaginez qu'il y a un patron d'entreprise auquel on vient dire, voilà, on a mis au point un nouveau programme qui nous permettra de gagner beaucoup plus d'argent, mais comme il aura pour effet secondaire de nuire à l'environnement. Donc là, il dit, ouais, moi, je m'en fous de l'environnement, ce qui lui arrive. Lancez le programme, moi, ce que je veux faire, c'est plein de thunes, plein d'argent. Et donc, on lance le programme, il se fait plein d'argent bon, ça nuit à l'environnement. Et là, on demande aux gens, mais est-ce qu'il a intentionnellement nuit à l'environnement? Et les gens disent, bah oui, oui, plutôt quand même. Majoritairement, les gens sont, oui, il a intentionnellement nuit à l'environnement. Et il y a un cas parallèle où on demande aux gens, voilà, imaginez un cas où on dit au type, voilà, on a un nouveau programme, ça va nous permettre de gagner plein d'argent, mais en plus avoir des effets bénéfiques sur l'environnement. Et là, le type répond, mais moi, je m'en fous complètement de savoir que ça a des effets bénéfiques sur l'environnement. L'environnement, ce n'est pas mon problème. Lancez le programme, tout ce qui m'intéresse, c'est de me faire de l'argent. Donc, il se fait de l'argent, puis ça bénéficie à l'environnement. Et là, la plupart des gens disent, non, mais il n'a pas intentionnellement aidé l'environnement. Alors, il y a plein d'explications différentes à ce phénomène, mais vous voyez que dans un premier temps, ça suggère que des situations équivalentes vont être interprétées de façon différente en fonction de nos valeurs morales. Un autre cas comme ça, c'est par exemple la différence entre tuer et laisser mourir, ou entre faire et laisser faire, qui est une différence assez importante en éthique. Pas mal de gens disent, voilà, en fait, tuer directement, c'est quand même pire que laisser mourir. C'est pour ça que, par exemple, l'euthanasie active, c'est quand même moins acceptable que l'euthanasie passive. Donc ça, par exemple, tous les pays qui autorisent l'euthanasie passive, tous les pays qui autorisent l'euthanasie active autorisent aussi l'euthanasie passive, mais les pays qui autorisent l'euthanasie passive n'autorisent pas nécessairement l'euthanasie active. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une sorte d'ordre lexical dans le pire, avec l'euthanasie active tout en haut. Et ça, c'est reflété pas mal dans les jugements des gens. Et il y a cette idée que bon, c'est parce qu'il y a une différence cruciale qui est la différence entre faire et laisser faire, tuer et laisser mourir, et que c'est ça qui explique nos jugements moraux. Mais en fait, nos jugements moraux aussi peuvent nous influencer sur quelle est la distinction entre laisser faire et faire exactement. Donc ça, par exemple, c'est un article dans lequel il montre ça en disant, voilà, imaginez deux cas, donc deux cas d'euthanasie passive, deux cas dans lesquels un docteur arrête le support vital à un patient qui meurt du coup de l'absence de support vital. Et tout ce qui change dans les deux cas, c'est la raison pour laquelle le docteur le fait. Il y a un cas où le type se dit, voilà, cette personne souffre inutilement, il n'y a aucun moyen de la sauver, et par compassion, le docteur décide de procéder à l'euthanasie passive, c'est-à-dire à enlever le support vital. Et là, on demande aux gens, voilà, est-ce que ce docteur a laissé mourir ou est-ce qu'il a tué activement le patient? Et là, la plupart des gens disent, bon, il a plutôt laissé mourir. Après, ça dépend. Les gens qui trouvent ça, qui sont contre l'euthanasie passive, ont quand même plus tendance à dire qu'il l'a tué qu'à dire qu'il a laissé mourir. Mais il y a un deuxième cas dans lequel le type se dit, voilà, bon, ce type, ça ne sert à rien de le laisser vivre. J'ai besoin de toute façon, c'est juste un mec qui n'a aucun intérêt. Et j'ai besoin du lit pour d'autres personnes. Donc, vas-y, je vais arrêter le support vital. Comme ça, au moins, j'aurai de la place pour des gens plus intéressants. Et là, les gens ont tendance majoritairement à dire que non, dans ce cas-là, il ne l'a pas laissé mourir, il l'a tué. Alors que techniquement, l'acte est le même dans les deux cas. Il a juste pas continué le support vital. Mais dans ce cas-là, les gens vont dire non, là, il ne l'a pas laissé mourir, ils l'ont tué. Et ça va être encore une fois toujours plus fort chez les gens qui sont opposés à l'euthanasie passive de base. Et donc, c'est l'idée que là même, la distinction entre faire et laisser faire, elle est déjà, en fait, la perception de la distinction, elle est déjà influencée par des jugements moraux. Ce qui fait que, bon, on peut utiliser ça pour dire aux étudiants, faire très attention à l'influence de vos jugements moraux et être un peu plus critique parce qu'ils peuvent vraiment vous pousser à ils peuvent vraiment influencer vos convictions, même en dehors de la morale. Donc là, c'est des exemples sur des expériences de pensée, mais bon, il y a pas mal d'expériences, par exemple dans la cognition politique, qui montrent que, par exemple, les gens qui sont libertariens de base et qui croient au libre marché vont avoir beaucoup plus tendance à être réticents à croire à l'existence de menaces qui menaceraient le libre marché, comme le réchauffement climatique ou des choses comme ça.
Et donc, un exemple concret pour finir, donc ça sera ma dernière slide, appliqué à la réflexion éthique du fait que ça peut être intéressant d'attirer l'attention des étudiants sur ces biais, c'est qu'un danger dans la réflexion éthique, c'est le paternalisme, hein, c'est le fait de décider à la place des autres ce qui est bon pour eux, ce qu'ils veulent vraiment. Alors, c'est quelque chose dont on parle beaucoup en éthique, surtout qu'une des parties des cours d'éthique que je donne, c'est des cours qu'on donne aux médecins, aux futurs médecins. Et donc, c'est un danger dans les cours d'éthique, sur lequel on attire beaucoup l'attention des médecins, c'est-à-dire éviter de vouloir prendre la décision à la place des patients sur quel est le meilleur traitement pour eux, dans le sens où les préférences des traitements des patients pourraient parfois être de ne pas prendre le traitement pour des raisons personnelles, d'adéquation à leurs valeurs ou de leur conception de ce que doit être une vie bonne. Et c'est quelque chose auquel les médecins doivent régulièrement résister. Mais il y a un débat aussi moral sur lequel on débat beaucoup de ça, c'est le débat sur la légalisation de la prostitution. Hein, vous savez, il y a des arguments sur lesquels il faut légaliser la prostitution parce que ça limiterait tout un tas d'effets négatifs sur la vie des travailleurs du sexe et des travailleurs et des travailleuses du sexe. Et que ça permettrait de normaliser le métier, d'avoir une vie quand même plus confortable et normale pour les gens qui exercent cette profession. Et il y a tout un tas d'arguments qui disent, mais en fait, personne ne veut vraiment de cette vie-là. Personne ne veut être un travailleur du sexe. Ce qu'il faut faire, c'est interdire ces métiers-là et puis donner d'autres opportunités à ces gens-là, parce que personne ne choisirait vraiment cette carrière sur une autre. Ça, c'est un des arguments qui est trouvé chez les gens qui s'opposent à la législation. Et une des répliques qu'on donne à ça, c'est de dire, non, mais regardez, il y a des gens qui sont des travailleurs et des travailleuses du sexe et qui témoignent du fait que, bon, eux, ils ont choisi ça et que ça leur va très bien comme profession. Et puis la réponse, ça va dire non, mais ils disent ça, mais ils sont aliénés. Au fond d'eux-mêmes, ils ne veulent pas vraiment ce type de vie. Personne ne voudrait ce type de vie. Et donc, il y a des débats sur ce que les gens veulent vraiment au fond d'eux-mêmes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal d'études qui ont été faites récemment qui montrent que nos intuitions sur ce que les gens veulent au fond d'eux-mêmes, elles sont déjà influencées par nos jugements moraux. Donc ça, c'est des études qui ont été faites, par exemple, aux États-Unis. Donc ça, c'est une étude qui a été faite avec des scénarios sur lesquels une personne pense que l'homosexualité est quelque chose de mal, mais a en même temps une attraction homosexuelle vers des autres hommes. Puis on dit, voilà, imaginez le cas de cette personne. Quelle est la vraie description? C'est qu'au fond d'elle-même, elle pense que elle est attirée vers les autres hommes, mais qu'il y a une sorte d'aliénation de son code moral qui lui fait croire que l'homosexualité, c'est mal et qui l'empêche d'être elle-même. Ou est-ce que la meilleure description, c'est de dire qu'au fond d'elle-même, elle sait que c'est mal, elle n'a pas du tout envie d'être homosexuelle, mais bon, il y a ces pulsions biologiques, sexuelles qui l'attirent, qui essayent qui se rajoutent à ça et qui l'attirent, qui l'empêchent d'être la personne qu'elle veut vraiment être. Puis après, il y avait d'autres solutions en disant, voilà, j'avais pas la place de les mettre sur l'image, mais bon, en fait, les deux résultats, les deux tendances font partie de qui elle est vraiment, ou aucune des tendances ne fait partie de qui elle est vraiment. Et en fait, quand vous demandez aux gens de choisir entre ces différentes options, selon si les personnes sont moralement opposées à l'homosexualité ou pas, elles vont avoir des réponses différentes. C'est-à-dire, plus les gens sont opposés et pensent que l'homosexualité est un comportement immoral, plus ces personnes vont avoir tendance à dire non, mais au fond d'elle-même, cette personne n'a pas vraiment envie d'avoir des relations homosexuelles. Elle croit vraiment que c'est mal et c'est juste ces désirs, des désirs et des pulsions qui l'empêchent d'être qui elle veut être vraiment. Et puis les personnes qui qui ne voient aucun problème moral avec l'homosexualité ont plutôt tendance à dire bah non, au fond, ce qu'elle veut vraiment, c'est pouvoir vivre sa sexualité comme elle l'entend, et puis elle est aliénée par une morale passéiste qui l'empêche d'être qui elle est vraiment en fait. Et donc, bon, ça c'est juste un exemple. Il y a pas mal d'études qui montrent qu'effectivement, on a tendance à projeter nos valeurs morales sur ce que les gens veulent vraiment au fond d'eux-mêmes. Et donc ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour dire, voilà, faites attention quand vous discutez de ces débats-là et quand les débats moraux, quand vous allez vous engager sur ce que les gens veulent vraiment au fond d'eux-mêmes pour trancher un débat moral, parce que c'est, encore une fois, une certitude qui peut être influencée et biaisée par vos propres convictions morales. Donc voilà à peu près la façon dont, de temps en temps, on utilise ces choses-là dans l'enseignement de l'éthique. Je n'ai pas de conclusion fantastique à rajouter à ça, à cette énumération, donc je vais m'arrêter ici.